Monsieur le ministre, monsieur le recteur, madame la présidente de l'université, chères étudiantes et étudiants, mesdames et messieurs, ne boudons pas notre plaisir de nous retrouver dans ce grand amphithéâtre de la Sorbonne, même caprice de la Covid, si sa réouverture au public finalement n'est possible qu'à la fin de l'année universitaire, quand au moment où nos étudiants partent ou sont sur le point de partir en vacances. En dépit des congés, des conditions sanitaires qui font que cette vaste salle n'est occupée que partiellement dans une jauge réduite, les étudiants de Paris 1, les auditeurs de la chaire et tous ceux qui nous suivent, puisque cette conférence, comme les autres, est retransmise en direct, se joignent à moi pour vous remercier, mon général, de nous faire l'honneur de conclure les travaux de cette 8e édition du cycle de la chaire Grands enjeux stratégiques contemporains qui est consacré cette année au rôle de la France comme acteur stratégique. Je savais qu'en dépit de vos charges très lourdes, vous tiendriez le rendez-vous que vous aviez pris avec nos étudiants et que vous aviez dû reporter. Monsieur le chef d'état-major, vous êtes un homme de parole dans toutes les acceptations du terme, homme de parole et d'engagement, comme le prouve votre brillante carrière au service des armes de la France, d'une vocation précoce, formée au sein de votre famille jusqu'à ces plus importantes fonctions militaires que vous occupez aujourd'hui. Une carrière qui est marquée par la participation à de très nombreuses opérations extérieures, je dirais pratiquement toutes celles qui ont concerné la France dans ce cycle post-guerre froide, la guerre du Golfe, Pierre Joxe qui était à l'époque ministre au moment de cet engagement, la guerre de Bosnie, et vous êtes personnellement très brillamment illustré avec votre compagnie au moment de la reprise du pont de Verbania. On dit, je ne sais pas si c'est exact, mais c'est probable, que c'était sans doute le dernier assaut de l'armée française, le baïonnette au canon. Mais aussi aux opérations en Somalie, à Djibouti, au Rwanda, en Côte d'Ivoire, comme chef du 3e RIMA, qui était à l'époque déployé, et puis à la tête d'une mission de l'Union européenne, à la tête de l'UTM Mali. Une carrière de terrain, mais aussi une carrière à de hautes fonctions en état-major, à l'état-major de l'armée de terre, comme directeur de cabinet des premiers ministres que furent Manuel Valls, Bernard Cazeneuve et Édouard Philippe, avant d'exercer vos fonctions de chef d'état-major des armées. Homme d'action, de réflexion, de parole et d'écrit aussi, parce que ce qu'on sait moins, c'est que vous avez dirigé une revue qui s'appelle Inflexion, qui est sans doute à sa création... je crois que c'était Lynn Soubier-Pinter qui en était à l'origine, mais en réalité, elle a regroupé une série d'officiers supérieurs et généraux qui, au tournant des années 2000, je crois que la création date de 2004, étaient soucieux d'une réflexion sur leur métier au XXIe siècle, le sens de l'action militaire, le sens de l'action éthique, et je sais que depuis, vous êtes particulièrement attaché à cette problématique de la déontologie et de l'éthique dans les conflits. D'ailleurs, le premier numéro de cette revue, qui pourrait d'ailleurs servir presque d'avant-propos à votre conférence, c'est « L'action militaire a-t-elle un sens aujourd'hui? Quel sens ?» Et puis vous avez vous-même dirigé des ouvrages, dont un sur la problématique du soldat au XXe et XXIe siècle, que vous réserviez donc à la Sorbonne. L'une de vos dernières interventions comme SEMA, au terme de 4 années très denses, est évidemment pour nous une marque d'attention à laquelle nous sommes sensibles. Mais je pense qu'elle illustre chez vous ce goût, cet intérêt pour les humanités, pour le débat d'idées, et peut-être au-delà de ça, et ici, au fond, c'est ce qui est notre mission, c'est la transmission de l'expérience, des savoir-faire, des réflexions aux plus jeunes générations. Votre présence ici marque aussi les liens institutionnels entre Paris 1 et le ministère des Armées,
le projet de Sorbonne War Studies, projet pluridisciplinaire que nous portons depuis quelques années, cette chaire, grands enjeux stratégiques contemporains, les conflits spécialisés, tels celui sur les conflits armés, les formations diplômantes, notamment pour les ingénieurs de la DGA que propose l'UFR de droit, ou encore, et je salue M. Le Gall, notre vice-président en charge de la recherche, qui fut le directeur de cette UFR d'histoire et qui a aussi beaucoup porté et développé des relations, notamment avec l'école de guerre, pour inscrire des jeunes officiers dans des cycles de master ou de doctorat, que ce soit les UFR d'histoire que je viens de citer, ou de Sciences Po ou de géographie. Votre conférence est la dernière d'un cycle, je l'ai dit, qui nous a permis d'entendre une douzaine d'intervenants. Vous retrouverez une partie des actes de la chaire dans le numéro de juin de la Revue de la Défense nationale et votre intervention dans la revue de septembre. Cette conférence conclusive intervient à un moment où a une actualité particulière pour notre pays, celle de l'annonce d'une révision de notre posture au Mali, celle de la discussion intérimaire de la loi de programmation militaire au Parlement. Elle intervient surtout, et c'était ce à quoi nous engageait le cycle de la chaire, à une réflexion un peu en avance de face sur les présidentielles. Dans notre pays, il y a peu d'occasions finalement de réfléchir aux problèmes de politique extérieure et de politique de défense, sauf celui-là, celui du débat de la présidentielle, et j'espère qu'il ne sera pas escamoté parce que les sujets qui sont devant nous, et c'est vrai que la chaire travaille plutôt sur des cycles plus longs que ceux de l'actualité immédiate, les sujets qui sont devant nous sont redoutables pour notre pays. D'abord parce que, je dirais, la donne a changé dans beaucoup de domaines, y compris géostratégiques, mais elle a changé aussi au plan économique, au plan des finances publiques. Et l'allocation des ressources qui seront conservées au financement des armées est évidemment une question qui interroge. Mais plus profondément, j'ai évoqué à l'instant toute une série d'opérations extérieures auxquelles le général Lecointre a participé directement. On voit bien qu'on est à la fin d'un cycle, notamment à la fin d'un cycle pour l'Occident. On ne peut plus envisager, après la première phase des conflits humanitaires, puis des conflits sécuritaires, de la lutte contre le terrorisme, des engagements aujourd'hui comme on pouvait les envisager quand, fort de sa supériorité militaire, économique, de la force de notre allié américain, nous étions présents pour essayer d'être des bâtisseurs de la paix, ce que d'autres, plus critiques, appelaient une gendarmerie du monde. Donc il va y avoir une nécessaire réflexion, une réflexion d'autant plus problématique que on voit bien que dans les récents conflits en Syrie, en Irak, en Libye, le conflit du Haut-Karabakh, ces questions-là ne sont pas simplement les questions des membres du Conseil de sécurité, elles ont été aussi désormais des questions qui sont prises au nom d'actions qu'ils jugent légitimes par un certain nombre de pays et de puissances régionales, compliquant singulièrement la donne en matière de sécurité collective et de risque de dérive ou d'escalade dans les conflits. C'est aussi les nouvelles technologies qui vont être mises en œuvre. D'abord, pour la France, puissance nucléaire, le renouvellement, troisième génération de ses forces de dissuasion. Mais au-delà de cette question de notre force de dissuasion, finalement sur des terrains qui sont scientifiquement connus et technologiquement maîtrisés, les nouvelles perspectives, les nouvelles frontières couvrent le développement de l'intelligence artificielle, du quantique, de la cyber dans ce domaine. Donc des questions absolument fondamentales sur la nature des conflits, des nouvelles expositions géographiques. Je n'ai même pas parlé des rivalités militaires en mer de Chine, où on voit bien qu'aujourd'hui risquent de se nouer des échéances décisives pour la stabilité du monde si l'appel à la responsabilité de chacun n'est pas couronné de succès. Et donc, des moments cruciaux en termes de réflexion qui peut-être peuvent appeler d'ailleurs la rédaction d'un nouveau livre blanc, en tout cas quelle qu'en soit la forme, d'une réflexion profonde pour notre pays sur ce que sera l'avenir de sa défense. J'ai évoqué tout à l'heure le titre du premier numéro de la revue Inflexion qui était « Quel sens donner à l'action militaire ?»
Aujourd'hui, il y a non seulement la question du sens, mais de la nature même de ce que sont et de ce que seront ces conflits militaires. Mon général, je vous passe la parole. Selon une habitude confirmée dans cette conférence, vous avez le libre propos, et puis ensuite, si vous l'acceptez, les étudiants vous poseront quelques questions. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le professeur, cher Louis, de ce propos introductif. Monsieur le ministre et tous en vos grades, qualités, fonctions éminentes, je suis très heureux de pouvoir m'exprimer aujourd'hui pour la 3e fois, sans doute la dernière, même s'il faut ne pas injurier l'avenir, dans ce magnifique amphithéâtre. Première fois, je me souviens, c'était une commission armée-jeunesse qui avait été réunie ici. Et le général Bachelet, qui était inspecteur général des armées, m'avait demandé de venir témoigner de ce qu'était le combat. C'était à la naissance de cette revue Inflexion, dont je recommande à tous la lecture. N'hésitez pas à vous abonner d'ailleurs. Et Inflexion, cette magnifique revue, a un sous-titre qui s'appelle « Civil, militaire, pouvoir dire ». Et l'objectif, c'est bien de partager des interrogations communes sur des sujets qui ont trait aux armées, à la guerre, à la conflictualité, mais qui doivent aussi intéresser, qui doivent inspirer notre société. Et c'est pour ça que je vous remercie, mon cher Louis, d'avoir bien voulu m'offrir cette opportunité de m'exprimer une ultime fois dans mes fonctions, dans cet endroit extrêmement symbolique. Ce que je souhaite faire, parce que je ne suis pas ni docteur, ni professeur, ni universitaire de quelque façon que ce soit, c'est ouvrir mon propos par peut-être une demi-heure de considération sur ce que le titre que vous m'avez proposé m'inspire, et puis ensuite répondre le plus librement possible à toutes les questions, et n'hésitez pas à poser des questions dans un champ très large que vous voudrez bien me poser. Quand je me pose la question de savoir si la France est encore un acteur stratégique ou si elle est un acteur stratégique, je relis ce que Raymond Aron donne comme définition de la puissance, c'est-à-dire la capacité d'imposer sa volonté aux autres ou de ne pas se laisser imposer une volonté par d'autres. Et en réalité, je me dis que ce qui est important, c'est effectivement les capacités, c'est la volonté, mais c'est avant même la volonté, la capacité à avoir une vision. Et je voudrais, sur ces 3 thèmes-là, essayer de développer ce que m'inspirent les 3 termes de volonté, vision et capacité. Alors tout d'abord, la volonté, que je différencie bien de la vision, et cela me paraît important. Je me souviens à Saint-Cyr d'avoir eu les cours de Jean-Louis Bourlange, mon professeur pour lequel j'ai toujours énormément de respect, qui nous faisait une présentation de la construction de la France en montrant bien à quel point la France subissait des influences de modèles sociologiques très différents, d'un modèle méditerranéen qui était caractérisé par la famille méditerranéenne, d'un modèle anglo-saxon qui était caractérisé par la famille du meurtre du père, un modèle plus germanique et centre-européen qui était la famille verticale. Et il montrait en réalité comment la France était au carrefour de ces modèles d'organisation sociale et d'organisation familiale, et comment la France ne s'était en réalité construite que, et c'est repris bien plus tard bien sûr par Renan, que par l'expression d'une volonté politique forte. Et on sait bien que c'est ce qui fait la particularité française, c'est ce qui fait cet héritage jacobin qui est le nôtre aujourd'hui, mais c'est surtout cette espèce de miracle un peu incompréhensible d'une petite famille capée qui va finir par s'imposer et imposer une volonté royale et la volonté de construction d'une nation à partir en réalité de peuples, d'ethnies, de tribus qui sont assez différentes les unes des autres et qui n'auraient pas eu de raison particulière de se réunir, hormis l'expression de cette volonté politique forte. Et je pense que depuis donc les origines de la France, on retrouve cette idée d'une volonté que j'ai découverte aussi en lisant récemment un livre que je recommande à tout le monde qui s'appelle « La force de gouverner »,
qui est un livre de Nicolas Rousselier, qui est paru chez Gallimard en 2015, et qui explique la façon dont, à la sortie du Second Empire, va commencer à s'ébaucher et se construire d'ailleurs le pouvoir républicain et la démocratie. Et Nicolas Rousselier insiste de façon très très intéressante sur la vision qu'ont les républicains, opposés aux monarchistes, à la fin des années 1860, de ce que doit être le pouvoir. Et le pouvoir pour les républicains, c'est essentiellement et d'abord le pouvoir de la nation assemblée. Et c'est la nation assemblée qui doit être capable de gouverner. Et donc les républicains n'ont pas envie d'un exécutif qui soit trop fort, n'ont pas envie d'un exécutif qui priverait cette nation assemblée de la capacité de gouverner. Parce qu'en réalité, et il le dit très bien, c'est bien en gouvernant qu'on réussit à exercer le pouvoir. J'ai ici cette citation que je trouve très intéressante. C'est en fait de gouverner l'action et non la capacité de formuler des volontés générales qui apparaît à la fois comme le cœur du pouvoir, comme le lieu où se fait l'histoire, comme le moment où la nation peut s'élever au-dessus d'elle-même. Monsieur Rousselier montre très bien les débats qui existent à l'époque, donc entre des républicains qui imaginent d'abord une nation assemblée qui doit gouverner en direct, en se passant autant que possible d'un exécutif fort, et évidemment des monarchistes qui ont une vision complètement différente. Les républicains ont mesuré de toute façon que même cette nation assemblée, aussi forte qu'elle soit-elle, ne pouvait pas se dispenser du pouvoir de l'administration. Parce que c'est l'administration qui édicte les règlements et qui les fait respecter, et qu'il y a déjà là une sorte de filtre entre l'expression de cette volonté populaire très pure, encore une fois c'est bien la volonté, et sa mise en œuvre, cette façon de gouverner. Mais il explique que les républicains ont encore plus peur d'un pouvoir qui aurait la capacité à commander aux armées. Et donc cette nation assemblée veut se passer d'un exécutif qui serait encore plus grandi par la capacité dont il devrait se doter de commander aux armées, de gouverner et de conduire l'action militaire, de la programmer. Et donc la vision qu'ont les républicains à l'époque, c'est la vision d'une armée en réalité sous forme de milice, qui par ailleurs ne pourrait pas faire la guerre parce que précisément elle n'exprimait rien d'autre qu'une volonté d'autodéfense. Et donc ils sont extrêmement opposés à l'érection d'armées puissantes qui, encore une fois, impliquent ou générerait d'elle-même la naissance d'un exécutif fort et donc la capacité d'expression d'une volonté indépendante de la volonté de cette nation assemblée. On sait ce qui se passe, on sait qu'en réalité la Troisième République naît de la défaite de Sedan et qu'en réalité c'est bien, quoi qu'en aient les républicains, une nation qui va naître en armes, presque d'emblée. Et donc qui va très rapidement conférer à l'exécutif, et quelles que soient les intentions de la nation assemblée, conférer à l'exécutif cette force puissance, cette capacité d'exprimer une volonté qui va monter d'ailleurs jusqu'aux débats qui ensuite vont animer et entretenir les relations entre Clémenceau pendant la Première Guerre mondiale, entre le gouvernement et le haut commandement militaire. Ce débat de la relation entre l'exécutif et les armées, mais surtout entre le gouvernement et les armées, et entre l'Assemblée et les armées. Donc on voit bien que dans l'histoire de France, de manière générale, on a tout le temps eu, depuis la France capétienne jusqu'à la Troisième République, une sorte de débat entre une démocratie et la capacité à exprimer la volonté. Je retiens aussi un épisode très particulier qui est l'épisode de la France libre, qui précédera d'ailleurs ce que j'appelle la France gaullienne. C'est-à-dire le moment où la France va disparaître et où là aussi, ce que dit Rousselier est très très intéressant, c'est la décision même de la guerre continuée qui fait exister la France presque en dehors de toute institution. Et vous voyez bien là l'expression d'une volonté qui est le simple fait de vouloir continuer la guerre. Jusque, évidemment, après, la construction de la Ve République, dont on sait à quel point elle va s'ériger avec en son cœur un exécutif fort, principalement bâti autour de la relation très, très singulière, en tout cas très singulière en Europe. On pourra y revenir si vous avez des questions à poser sur ce thème-là. J'étais au début de la semaine en Allemagne,
La comparaison est assez édifiante. Très singulière en Europe entre le président de la République, le chef d'état-major des armées, entre l'exécutif dans ce qu'il a de plus extrême au sein de la Ve République ou de plus symbolique, et le pouvoir militaire, ou en tout cas la capacité d'exécution des ordres militaires. Je pense que cette histoire de l'émergence progressive d'une capacité d'expression de volonté en France, dont on voit qu'elle est très ancienne, fait de la France une nation très singulière, en Europe en tout cas. Et qu'elle fait donc de la France, parce qu'elle a cette capacité, parce qu'elle dispose, j'y reviendrai, des structures qui permettent d'exprimer cette volonté, fait de la France, en Europe, certainement, un acteur stratégique à part. Et en tout cas lui confère un des éléments essentiels pour être acteur stratégique, c'est la capacité à exprimer une volonté et à agir en fonction de cette volonté. Le deuxième sujet pour moi qui fait d'une entité, d'une nation, une puissance, un acteur stratégique, c'est la capacité à définir une vision. Et là aussi, les choses sont anciennes et importantes. Vous savez bien sûr la vision qui est au départ, la vision à la naissance d'ailleurs, et aux origines de l'érection du royaume de France, la vision capétienne, une vision qui est extrêmement religieuse, une vision qui est celle de la relation directe entre Dieu et le roi, qui ensuite enrichit bien sûr de l'héritage grec, romain et chrétien, et la vision des Lumières, et puis la vision des droits de l'homme, et une vision très universaliste qui est portée par la Révolution française. Cette vision, je pense qu'il faut surtout ne pas la sous-estimer. C'est la vision que la France a d'elle-même, c'est la vision que la France a de ses valeurs. C'est une vision aussi qui provoque dans le regard des nations qui sont autour de la nation française, dans le regard des autres acteurs de la géopolitique internationale, une forme d'attente, une façon de considérer la France, qui se considère elle-même. La France qui est en réalité vue des autres, même si elle peut paraître souvent arrogante, excessivement sûre d'elle-même, donneuse de leçons, comme en réalité... et je reprends les mots de De Gaulle, parfaitement qualifiée pour agir par l'opinion qu'on a d'elle, historiquement, et qui lui ouvre une sorte de crédit latent quand il s'agit d'universel. C'est ce que dit Malraux quand il dit que la France est la France lorsqu'elle assume une part de la noblesse du monde. Cette vision que la France a d'elle-même, dont on voit bien là aussi qu'elle est très ancienne, cette vision que les autres ont de la France, elle est absolument essentielle. Je pense qu'aujourd'hui... un des éléments qui fait que nous sommes dans une phase d'inflexion sans doute importante, c'est que cette vision qui est fondée sur l'homme et sur la conception universelle qu'on a de l'homme, je me souviens très bien d'avoir lu ce livre « Pourquoi la Grèce ?» qui était un livre de Jacqueline de Romilly, un petit livre très simple. Et la réponse, c'est la Grèce parce que l'homme. Et donc on est les héritiers de cette vision particulière, universelle, de ce qu'est l'homme, de ce que doivent être ses droits, de ce qu'est sa liberté. Cette vision-là, elle est profondément transformée en réalité. Elle est transformée par une crise dont on sous-estime aujourd'hui sans doute l'impact sur la vision que la France a d'elle-même, sur la vision que l'Europe peut avoir d'elle-même, sur la vision qu'un État ou qu'une nation a d'elle-même. Elle est transformée par le consumérisme, elle est transformée par l'individualisme, elle est transformée par la recherche de prospérité individuelle à tout prix, mais vous voyez bien que ce n'est pas cette vision qui peut porter une vision universelle, et qu'en tout cas, elle ne peut pas faire que ajouter à cette volonté, on définisse un acteur stratégique. Et je pense que l'héritage qui est encore le nôtre aujourd'hui, encore une fois, de cette vision universelle et universaliste, l'héritage qui est rappelé par Renan dans son célèbre discours « Qu'est-ce qu'une nation ?», est en train aujourd'hui de s'étioler, et je pense que la crise que nous vivons et la crise pandémique que nous vivons agit comme une sorte de révélateur de cette transformation profonde de la vision que nous avons au plus profond de nous-mêmes et dont nous avons hérité de notre histoire. Je pense que c'est très important. Je suis quant à moi très frappé de voir le processus de transformation qui se produit et qui agit chez nos soldats, chez les jeunes hommes et les jeunes femmes qui rejoignent nos rangs et nos armées, qui arrivent avec peut-être une forme d'intuition, mais qui ensuite sont transformés dans la perception qu'ils ont de la France et dans la perception qu'ils ont de leur position de citoyens français.
Ils s'universalisent au moment où ils rejoignent nos rangs. Et ils s'universalisent encore plus au moment où, d'ailleurs, ils sont engagés à l'extérieur en opération, où ils prennent la mesure de ce qu'est qu'être français dans le regard des autres. Et donc, tâchons de ne pas oublier cette vérité-là, cette vision-là. Il faut absolument que nous la cultivions, que nous la réinventions peut-être, et que nous la partagions avec d'autres. Ensuite, ce qui me frappe beaucoup, c'est le troisième point qui, après la volonté et après la vision que l'on doit avoir, qui permettent de définir un acteur stratégique, ce sont les capacités. Et évidemment, on ne peut pas être un acteur stratégique sans avoir les capacités qui permettent de mettre en œuvre cette volonté au service d'une vision. Dans les capacités, je retiens tout d'abord, et je l'ai évoqué tout à l'heure, une capacité qui reste en France, même si on a l'habitude de se désoler, c'est la structure d'élaboration d'une vision et la structure d'expression d'une volonté. Je ne dis pas que ça fonctionne tout le temps très bien, mais toutes les comparaisons que je peux faire avec ce qui existe ailleurs en Europe ou ce qui existe ailleurs dans l'OTAN me font réellement penser que la France a encore su préserver, parce qu'elle en a hérité, ces structures d'élaboration de la vision et d'expression de la volonté. Vous l'avez évoqué, cher Louis, tout à l'heure, peut-être n'est-ce pas assez fréquent une élection présidentielle tous les 5 ans. Néanmoins, c'est effectivement à chaque fois l'occasion d'un débat national, généralement de belle teneur, au cours duquel ces questions-là sont posées. La question de la vision qu'on peut avoir et qu'on doit avoir du monde. C'est aussi à chaque fois, et je pense que cette année prochaine n'échappera pas à la règle générale, l'opportunité de reposer la question, de refaire une revue stratégique ou un livre blanc, et de se reposer la question de la vision que la France a d'elle-même, de son rôle dans le monde, et que les autres ont d'elle-même. J'observe d'ailleurs que les structures qui sont mises en œuvre à chaque occasion et à chaque opportunité d'une élection présidentielle sont encore une fois assez uniques et qu'elles fonctionnent encore très bien. Le simple fait que la France vote une loi de programmation militaire, le simple fait donc qu'avant de voter cette loi de programmation militaire, encore une fois, elle essaye de définir une vision, qu'ensuite elle définisse le modèle d'armée qui permettrait de mettre en œuvre une telle vision, qu'ensuite elle définisse les moyens qui vont permettre d'acquérir les capacités qui correspondront à la mise en œuvre de ce modèle d'armée. Ce processus même, en soi, est une façon d'élaborer une vision, et croyez-moi, ce processus-là n'existe à peu près à ce niveau-là qu'en France, en tout cas qu'en France, dans l'Union européenne aujourd'hui. Et chaque fois que je reçois un de mes homologues étrangers, européens ou d'autres pays africains ou du Moyen-Orient, ils me questionnent sur la façon dont nous élaborons ces lois de programmation militaire, ces livres blancs, ces revues stratégiques, et nous interrogent sur la façon dont nous maintenons dans le temps, dans la durée, une parfaite cohérence entre ces exercices. Je pense que c'est extrêmement important. Ensuite, nous avons... pardonnez-moi juste cette incise, mais en fait, ce qui se passe, c'est que dans l'OTAN, la plupart des pays, tous les pays, s'en remettent à la capacité de planification otanienne. Et que les pays n'ont de loi de programmation militaire que pour ou pour réaliser des capacités qui sont exigées d'eux par l'OTAN. Voilà. Et donc ce processus est assez spécifique à la France. Ensuite, je disais des structures d'expression de la volonté. Là aussi, en Ve République, nous avons quand même un système, certains d'entre vous penseront peut-être que c'est jusqu'à la caricature, mais qui permet malgré tout d'élaborer des décisions et d'exprimer une volonté et de vérifier la mise en œuvre de cette volonté. La simple organisation de notre pouvoir politique, avec, en ce qui concerne notamment les sujets de défense, de sécurité, mais aussi tous les grands sujets stratégiques, en son cœur, un Conseil de défense et de sécurité nationale, dont le secrétariat est assuré par le secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale, qui se réunit désormais toutes les semaines, est une formidable structure, est un formidable processus d'expression de la volonté. Que cette volonté soit aussi bien mise en œuvre qu'on pourrait le souhaiter, je pourrais vous dire ce que j'en pense si vous avez des questions à me poser. Parce qu'en réalité, aujourd'hui, c'est essentiellement les armées qui mettent en œuvre cette volonté présidentielle. Et d'ailleurs, rappelez-vous ce que je dis tout à l'heure, la question que se posaient à la fin du Second Empire les républicains sur ce que serait la nation assemblée face à un exécutif trop puissant, alors qu'ils s'étaient déjà posé la question de ce que pouvait faire la nation assemblée pour exprimer une volonté populaire face à une administration qui était capable
de transformer, de modifier, de pervertir cette vision de la nation assemblée, en réalité, on se heurte au même problème aujourd'hui. C'est-à-dire une administration qui s'autorise d'en juger et qui ne s'interdit pas, en tout cas, de juger de l'opportunité, du bien fondé, de la pertinence, de la volonté qui est exprimée dans cette structure. Pour autant, ces structures existent, elles sont extrêmement efficaces et là aussi, elles sont assez uniques en Europe. Je discutais avec le chef d'état-major des armées allemandes avant-hier, qui me disait que lorsque nous avons lancé l'opération Hamilton, qui était en 2018 les frappes que nous avons réalisées en Syrie pour faire valoir la volonté du président de la République, qui avait fixé des lignes rouges sur l'emploi du chimique par Bachar el-Assad, et qui, ces lignes rouges ayant été franchies, a décidé de frappes de rétorsion. Nous avions à l'époque imaginé proposer aux Allemands de nous accompagner dans ce raid, puisque nous le faisions avec les Américains et à la dernière minute avec les Britanniques. Eh bien, le sujet est resté simplement coincé au ministère des Affaires étrangères. A priori, Madame la Chancelière n'a même pas entendu parler de cette offre qu'aurait fait la France. Et évidemment, jamais le chef d'état-major des armées allemands n'a été consulté pour savoir si l'Allemagne pouvait, d'une façon ou d'une autre, et les armées allemandes, participer techniquement, capacitairement, opérationnellement à ce raid. Et donc vous voyez bien que là, on est dans une sorte de magma dans lequel la volonté politique a énormément de mal à s'exprimer, puisque ce n'est pas la chancelière qui l'a en plein, ce n'est pas tel ou tel ministre, ce n'est même pas tel ou tel grand directeur d'administration centrale. C'est une sorte de système qui a énormément de mal à exprimer une volonté, sans même parler de vision. Là aussi, je pense que vous voyez à quoi je renvoie. Donc, même si, nous semble-t-il, la façon que nous avons, nous Français, que notre pays a, que notre Constitution, dont notre Constitution dispose, pour exprimer cette volonté, pour l'élaborer, parce qu'il s'agit bien d'un processus d'élaboration, pour ensuite en contrôler la mise en œuvre, est assez unique et est un facteur évident de puissance, un facteur évident qui fait de la France un acteur stratégique quand on l'ajoute à sa capacité à élaborer une vision. Ensuite, bien sûr, les capacités, au-delà des structures d'élaboration d'une volonté et des structures d'élaboration d'une vision, sont des moyens économiques. Je n'y reviendrai pas, je ne suis pas spécialiste en économie, je pense qu'on vous en a parlé. Ce sont des moyens industriels aussi, ce sont des moyens technologiques, c'est la maîtrise d'une base industrielle et technologique importante. Et tous ces moyens-là, me semble-t-il, aujourd'hui, nous font défaut, ou en tout cas, ne nous permettent plus seuls d'agir à hauteur de nos prétentions et à hauteur de la vision que nous avons et de la volonté que nous avons. Mais ceux des moyens que je connais bien et que j'ai l'honneur de diriger et de commander depuis 4 ans, c'est les moyens militaires. Et les moyens militaires restent évidemment dans les capacités qui permettent de mettre en œuvre une volonté au service d'une vision, des moyens absolument essentiels. Je considère qu'aujourd'hui, la France a su, malgré les vicissitudes, malgré les allers-retours, malgré les périodes de vaches maigres, conserver des moyens militaires qui sont tout à fait exceptionnels. Qui sont tout à fait exceptionnels parce que d'abord, je sais que vous l'entendez souvent dire, ils sont complets. C'est-à-dire que la France, l'armée française, dispose de la complétude des capacités, du très haut du spectre, de l'arme absolument stratégique qui est l'arme nucléaire et donc de la dissuasion nucléaire, jusqu'au plus bas du spectre, c'est-à-dire les capacités qu'ont les fantassins à se battre, et qu'elle développe par ailleurs dans les nouveaux domaines de conflictualité qui s'ouvrent à nous, toute une série de capacités et dans un premier temps de recherche pour se doter de ces capacités qui sont absolument remarquables. Et qui vont de plus en plus nous poser problème, et qui vont de plus en plus nous faire obligation, parce qu'il est difficile de se doter de ces capacités, d'une coopération européenne en matière technologique, d'industrie et de recherche. Je pense, vous l'avez évoqué, monsieur le professeur, évidemment, à la dimension cybernétique, dans lequel, effectivement, aujourd'hui, la conflictualité se développe avec de plus en plus de brutalité. Je pense évidemment au domaine de l'espace. Je pense évidemment aux manipulations de l'information, et le domaine informationnel est en soi un domaine de lutte, de conflictualité et de confrontation. Je pense également au monde sous-marin,
Et dans ce domaine dans lequel les enjeux sont absolument considérables en termes de ressources, de circulation de l'information, se développent aujourd'hui aussi. Et nous devons développer des capacités nationales et européennes d'investigation. Mais encore aujourd'hui, nous avons un modèle complet et qui, dans ces domaines qui s'ouvrent à nous et qui s'ouvrent malheureusement à la conflictualité, la capacité de développer une vision, d'élaborer un besoin et de chercher les voies et moyens de répondre à ce besoin et d'élaborer les capacités en conséquence. Je pense que c'est extrêmement important. Ces moyens militaires, par ailleurs, ils sont en France un instrument de puissance et un instrument stratégique parce que nous avons réussi à préserver leur singularité. Et je pense que là aussi, il faut que vous mesuriez bien l'aspect tout à fait exceptionnel d'une France qui, dans l'Union européenne, est le dernier acteur, le dernier État membre à avoir conservé des armées réellement singulières. Singulière, ça veut dire apte à faire la guerre, sur tous les plans. Culturellement, avec ce que les Britanniques appellent le fighting spirit, c'est-à-dire en intégrant l'idée que nous allons, au risque de notre vie, donner la mort. Croyez-moi, ça n'est pas neutre. En termes d'organisation, parce que nous avons un commandement qui est suffisamment pyramidal pour permettre l'exercice du métier militaire, de la conduite des opérations, de la conduite de la guerre, en déléguant, en laissant de l'initiative au petit niveau, ce qui est absolument indispensable. Dans le mode d'organisation, dans le statut des forces, nous avons préservé un outil qui est extrêmement singulier, un outil militaire dont l'originalité, dont la singularité a été conservée. Ça n'est pas neutre parce que, et en particulier si on se compare à notre grand partenaire dans l'Union européenne qu'est l'Allemagne n'a plus d'armée, pour des tas de raisons, mais l'Allemagne n'a plus d'armée. Vous avez peut-être entendu dire que j'ai fait de la directive européenne sur le temps de travail et de son application aux armées un de mes chevaux de bataille, parce que pour moi c'est le symbole absolu de l'expression de la banalisation des armées, c'est-à-dire du désarmement d'une nation. Et donc nos armées, au-delà du fait qu'elles soient encore un modèle complet, au-delà du fait qu'elles soient capables aujourd'hui de prospecter sur ce que seront les nouveaux domaines de conflictualité, de conduire des recherches en liaison avec l'industrie pour développer, et la DGA pour développer des capacités d'investigation et d'action dans ces champs, la France a conservé un instrument essentiel à l'expression de sa volonté, au service d'une vision, c'est une capacité militaire propre qui réellement est une armée. Je pense que c'est important. Voilà. Je voudrais conclure sur l'idée qu'a le président de la République, la vision qu'il a et qu'il porte très clairement depuis le début et que je partage absolument, qui est qu'aujourd'hui, en réalité, la France ne peut continuer à porter cette vision que si elle l'élargit au niveau de l'Union européenne et des Européens. Nous faisons tout pour parvenir à ce résultat-là, avec beaucoup de difficultés d'ailleurs. Je pense que c'est cela le plus difficile. Je suis allé l'autre jour m'exprimer devant le Bundestag, devant la commission de défense du Bundestag. J'ai été très frappé par les questions des parlementaires allemands, de la vision qu'ils ont de l'Europe et de la vision qu'ils ont d'une puissance allemande qui n'ose pas s'exprimer en tant que telle dans l'Europe, qui est essentiellement une Europe du marché unique européen. Et c'est tout. Et qui ont beaucoup de mal à se projeter dans la vision d'une Europe qui soit un acteur stratégique, précisément. Non pas avec une capacité d'expression d'une puissance pour la puissance, mais avec la capacité d'expression d'une volonté au service d'une vision, qu'ils ne sont pas capables d'avoir aujourd'hui. Et que je pense, nous sommes, sans doute pas les seuls, mais nous avons ce devoir-là, ceux qui peuvent aider à faire émerger cette vision européenne de l'ordre du monde. Je pense que c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'aujourd'hui, nos partenaires européens préfèrent, pour atteindre la prospérité et la sécurité à tout prix, une forme d'asservissement qui en réalité ne les protège pas. Et nous devons donc tout faire pour les convaincre de ce qu'en réalité, il n'y a pas de prospérité sans liberté, et qu'il n'y a pas de liberté sans expression d'une puissance et d'une vision stratégique. Je pense qu'il faut absolument que nous y travaillions.
Et encore une fois, bien plus que les moyens matériels, économiques, bien plus que les structures qui permettront de définir une capacité européenne de décider ou d'agir militairement ou d'avoir une politique stratégique quelle qu'elle soit, je pense que c'est cette vision qu'il faut que nous sachions faire émerger en Europe. Et je pense que le moment est venu de le faire. Et je pense que le moment est venu de le faire, encore une fois, en se rattachant à ce qu'est la liberté et à ce qu'est la prospérité, et pas de prospérité sans liberté. Je pense que nous pouvons être aidés aujourd'hui dans ce travail de conviction que nous devons absolument mener vis-à-vis de nos alliés européens et de nos partenaires européens par la conscience qu'ils commencent à avoir du danger et du risque qu'ils courent et des périls qui menacent leur prospérité. Je pense qu'aujourd'hui, et je répondrai à toutes les questions que vous voulez me poser sur ce thème-là, très clairement, si nos partenaires européens sont prêts à s'engager avec nous dans l'initiative européenne d'intervention pour conduire des réflexions communes, sont prêts à s'engager avec nous concrètement sur le terrain au Sahel, c'est bien parce qu'ils mesurent qu'à n'être pas acteurs dans ces grands mouvements qui vont redéfinir l'ordre du monde, c'est-à-dire les grands mouvements notamment environnementaux et notamment démographiques, eh bien en réalité, ils y perdront non seulement la liberté, mais aussi la prospérité. Et que la prise de conscience de ces deux grands mouvements qui sont en train de nous menacer crée, à mon avis, les conditions favorables à l'émergence d'une nouvelle conscience européenne et d'une nouvelle vision européenne, sur laquelle nous n'aurons plus ensuite, une fois qu'elle aura été élaborée, qu'à plaquer ou à organiser les moyens de l'expression de la volonté et les moyens ensuite de mise en œuvre de cette volonté. Voilà ce que je voulais vous dire en propos introductif. Oui, la France conserve encore énormément d'éléments qui font d'elle un acteur stratégique. Vous le voyez, ce n'est pas qu'une question de moyens économiques, ce n'est pas qu'une question de moyens militaires. Je pense que la France ne pourra le conserver que si elle étend ses capacités, que si elle étend cette capacité notamment à définir une vision et à exprimer une volonté au niveau de ses partenaires européens. Voilà ce que je pouvais vous dire en propos liminaire, monsieur le professeur. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mon général, cher François. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Et je commence toujours par les étudiants. Maxime Leguet, je vois, c'est bien vous. Levez-vous qu'on vous voit. Oui, bonjour, peut-être une première question pour répondre sur vos derniers propos. Vous avez dit qu'au fond, la France portait en elle cette volonté d'avoir une stratégie européenne de défense, mais qu'elle devait faire face à ces réticences de ses partenaires européens. Et ma question serait, comment emporter la conviction de nos partenaires européens sans pour autant les effrayer, puisque on sait, De Gaulle, dans C'était de Gaulle à l'Imperfite, avait vu l'Europe comme son levier d'Archimède pour porter en haut la puissance française. Et donc comment essayer de cette contradiction pour emporter la conviction de nos alliés européens, leur faire montrer la nécessité sans pour autant les effrayer. Je vous remercie. Merci beaucoup. N'hésitez pas à poser des questions, y compris sur des thèmes qui n'ont pas de rapport direct avec l'exposé que je vous ai fait. En fait, d'abord, le sujet, ce n'est pas la défense de l'Europe. Parce que je pense que la défense de l'Europe, c'est quand même aujourd'hui, en tout cas en termes militaires, beaucoup l'OTAN. En particulier, la défense collective face à la Russie. Même si, par ailleurs, comme je vous l'ai dit effectivement en conclusion, les dangers dont l'Europe commence à avoir collectivement conscience, qui sont les dangers liés à la crise démographique et à la crise environnementale, sont des dangers dont l'OTAN ne peut pas s'occuper. Il s'agit, au-delà de ça, de proposer aux Européens d'être des acteurs d'un nouvel équilibre du monde et pas simplement de défendre leurs intérêts immédiats. Leur faire prendre conscience que s'ils n'ont pas cette vision collective, ils ne seront pas capables d'exister. C'est bien le sens aujourd'hui de ce qu'on essaye de définir avec les Européens, même si c'est très difficile, comme vision de l'Indo-Pacifique et de l'avenir dans l'Indo-Pacifique.
qui consiste à dire nous ne pouvons pas nous laisser entraîner dans un face-à-face qui sera de plus en plus dur et sans doute de plus en plus violent entre la Chine et les États-Unis. Il faut que l'Europe, parce que ça n'est pas la France qui le fera seule, mais la France a vocation à le faire parce qu'elle est présente dans le Pacifique et qu'elle est un acteur important et le dernier de l'Union européenne à avoir des capacités militaires dans le Pacifique, il faut que la France et l'Europe soient capables de proposer une forme de voie médiane. Donc il ne s'agit pas uniquement de se défendre de façon étroite ou réduite, mais bien de porter une vision qui sera une vision plus équilibrée, en tout cas la vision que doit avoir l'Union européenne, qui est une vision aronienne en fait, d'un ordre du monde qui est multipolaire et organisé par le droit international. Et je pense que cette vision-là, nous devons absolument la porter. Alors, comment est-ce qu'on peut le faire sans les effrayer et sans leur faire peur ? Je pense qu'on peut le faire en commençant par le bas. C'est-à-dire, de façon très concrète, en conduisant, sur le plan militaire en tout cas, en ce qui me concerne, des opérations qui, sans grande prétention, ou sans être dans le cœur de l'engagement militaire, montrent la capacité qu'ont les Européens à s'engager ensemble. Louis Gauthier a exprimé tout à l'heure, lorsqu'il m'a présenté, a dit que j'avais lancé cette opération européenne au Mali en 2012, donc opération d'entraînement, qui est une opération absolument centrale dans la réussite de la gestion de cette crise malienne. J'en profite pour le redire, on ne peut pas attendre des militaires qu'ils fassent plus que ce qu'ils savent faire. Et aujourd'hui, ce qu'ils savent faire dans la crise sahélienne, c'est d'éviter que le pire n'arrive. Et évidemment, on ne porte jamais au crédit d'un militaire le fait que le pire ait été évité. Mais nous ne pouvons pas faire plus. Nous ne pouvons pas faire plus que d'éviter l'extension ou de la retarder le plus possible d'une mainmise de groupes djihadistes sur l'ensemble de la population et sur des zones de plus en plus importantes du territoire. La solution, elle résidera bien dans la capacité qu'ont ces pays-là à rétablir une gouvernance, à réinstaller l'État et l'administration sur l'ensemble de ces zones qui sont aujourd'hui en train d'être perdues par l'État malien, comme elles sont perdues par l'État burkinabé et comme elles risquent d'être perdues demain par l'État nigérien et d'autres États. Mais bien que nous n'avons qu'une partie de la tâche. Mais dans cette tâche qui doit être effectuée par l'État malien elle-même, il y a bien sûr une part importante pour ses armées et son système de sécurité. Et donc, même si la reconstruction d'une armée malienne, et non pas seulement l'entraînement de ces unités, est un élément essentiel à la résolution de cette crise, au même titre que la restauration de la gouvernance ou le développement du Mali, en réalité, ça n'est pas une action militairement absolument centrale. Ça n'est pas ce qui expose le plus au danger. Ça n'est pas ce qui risque de faire avoir des pertes quand on est confronté à l'ennemi. Et donc je pense que, en abordant les choses sous cet angle-là et en montrant que dans des éléments qui ne sont pas directement le plus symboliquement en avant, le plus représentatif ou le plus symbolique, encore une fois, de l'expression d'une volonté stratégique qui est évidemment la mise en œuvre de la force de façon délibérée, c'est ça l'expression la plus extrême d'une volonté politique. Mais en allant dans des domaines qui sont moins symboliquement l'extrême de l'expression d'une volonté politique commune, et en leur montrant que ça fonctionne, qu'on en a besoin, eh bien, à mon avis, on peut entraîner les Européens avec nous sans les effrayer. Aujourd'hui, même si c'est toujours trop lent, j'observe que ça fonctionne. Voilà. Alors, d'autres questions, malgré le décorum, le bois sacré, les drapeaux, etc. Je crois que ce que souhaite vraiment le chef d'état-major, c'est avoir une discussion avec vous assez libre. Donc, n'hésitez pas, je vous en prie. Bonjour mon général, je tenais d'abord à vous dire que je suis très honorée de vous rencontrer, puisque d'autant plus que j'ai effectué un stage dans votre cabinet à la cellule communication, sous les ordres du général Barbry, donc je garde un très bon souvenir. Donc c'est pour moi un moyen de terminer cette expérience. Et je souhaitais vous interroger sur le rôle de la France en Indo-Pacifique. Est-ce que vous pensez qu'à un moment donné, la France ne sera pas obligée d'abandonner en quelque sorte son rôle de puissance d'équilibre et de rejoindre une alliance, notamment le Quad, pour contrer l'influence chinoise dans la zone, même si la stratégie de défense en Indo-Pacifique n'est pas directement dirigée contre la Chine? Je vous remercie. Merci beaucoup. D'abord, la France, elle a un problème, c'est qu'elle est présente dans l'Indo-Pacifique
et dans le Pacifique en particulier, parce qu'elle est présente en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie, mais dans une part importante en Nouvelle-Calédonie. Donc la position de la France dans le Pacifique va dépendre pour une part du 3e référendum d'autodétermination qui aura lieu le 12 décembre prochain. Même si, de toute façon, il faudra imaginer une forme d'association, quelle qu'elle soit, quel que soit le résultat du référendum. Mais ça, c'est à prendre en compte dans toutes les réflexions que nous conduisons sur notre capacité d'agir dans le Pacifique. Ensuite, vous avez raison, ce qui me paraît évident, c'est qu'aujourd'hui, des partenaires qui nous semblent être stratégiques et sur lesquels nous comptions nous appuyer pour privilégier une voie médiane, en particulier le Japon, mais surtout l'Australie, sont des partenaires qui sont en train de rejoindre le camp américain sans retenue, entre guillemets. Voilà. Et donc, nous aurons du mal à nous appuyer sur eux pour faire valoir cette voie médiane. Et les déclarations du Premier ministre australien récentes le montrent à l'évidence. Pour autant, il y a d'autres acteurs dans cette zone Indo-Pacifique. Il y a l'Inde, qui a une posture qui est différente et avec laquelle nous avons un partenariat stratégique important. Il y a Singapour, il y a la Malaisie. Il y a beaucoup d'États qui ne souhaitent pas en réalité être pris en étau dans cette confrontation. Et donc il faut que nous sachions jouer avec suffisamment d'habileté pour montrer qu'il y a effectivement une voie médiane. Une voie médiane qui, par ailleurs, ne doit surtout pas laisser penser que nous nous séparons des États-Unis ou que nous ne sommes pas fidèles à nos alliances. Et très clairement, nous sommes dans une alliance du camp occidental et qui est conduite par les Américains, et ça, je le revendique absolument. Mais je pense aussi que, précisément, quand vous avez besoin d'alliés, vous êtes obligé de tenir compte de leurs réticences ou de leurs difficultés. Et donc, je ne vois pas d'opposition entre le fait d'être un acteur important dans l'Indo-Pacifique, crédible, s'appuyant sur principalement des partenaires stratégiques qui ne suivront pas aveuglément ou ne rejoindront pas aveuglément le camp américain, et en montrant également aux Américains qu'ils ne peuvent pas se passer de la France et des Européens, et que le fait de ne pas pouvoir se passer d'eux implique un certain nombre de choses. Implique un certain nombre de choses dans des domaines techniques, comme le domaine de l'interopérabilité, par exemple, avec tous les impacts que ça a en matière d'industrie, de technologie de défense, en matière de capacité. Quand j'entends dire que il faut absolument que nous rejoignions le club ou que les Européens doivent rejoindre le club des F-35 pour être capables d'être interopérables avec les Américains, non, pas forcément. Si les Américains veulent conduire une coalition, il faut aussi qu'ils sachent faire les efforts d'interopérabilité vers ceux de leurs partenaires qui vont les rejoindre. Ce qui est vrai en termes d'interopérabilité doit aussi être vrai en termes de posture des Américains. Et donc, il n'est pas question de se séparer des Américains. Il n'est pas question de nier que la Chine soit un compétiteur dangereux. Il n'est pas question de nier la politique de conquête progressive de la mer de Chine du Sud qu'elle est en train de conduire. Il n'est pas non plus question de nier le pillage des ressources halieutiques qu'elle fait dans tout le Pacifique. Mais s'affirmer comme un vrai partenaire allié sûr, sérieux des Américains, c'est aussi une façon de dire aux Américains « n'allez pas trop loin et n'allez pas sans nous consulter dans des directions dans lesquelles nous ne vous suivrions pas ». Voilà. Donc voilà ce qu'on peut espérer faire et essayer de faire, et en tout cas c'est aujourd'hui engagé. Alors, je prends d'autres questions, peut-être une série. D'abord les étudiants, et si vous le permettez, je donnerai la parole aux auditeurs. Oui, monsieur. Est-ce qu'il y a d'autres... vous êtes deux, c'est ça? Donc vous passerez le micro. 3. Alors, on va prendre 3 questions. Alors, allez-y, monsieur. Merci, mon général. J'avais une question. Je voulais revenir sur la notion que vous avez évoquée sur la nation assemblée. Est-ce que, au fond, pour que la France soit un acteur stratégique, ne faut-il pas que les Français soient des acteurs stratégiques, et notamment des acteurs de leur défense, de la défense nationale? Et est-ce que depuis 1995, donc la fin du service militaire, est-ce qu'au fond, le citoyen n'est plus un soldat, comme ça avait été pensé au moment de la Révolution, où le citoyen est un soldat et doit concourir à la défense nationale? Donc ma question, c'est bien ça, est-ce que les Français ne doivent pas prendre part aussi à ce destin commun? Et les citoyens, depuis 1995, ne sont-ils pas oubliés dans ce projet français, puisqu'ils ne sont plus soldats? Voilà ma question. Merci, monsieur. Le micro circule vers les rangs devant.
Vous voulez que je prenne toutes les questions d'affilée, Louis, ou je peux Comme les vous prendre préférez. Pendant que le métro circule, je réponds à la question. Oui, bien sûr. Enfin, voilà, là aussi, je renvoie à Renan. Le deuil unit plus sûrement que le triomphe, parce que le deuil inspire, commande l'effort en commun. Voilà. Et donc le deuil, la crainte, la peur, le sort de nos soldats qui meurent au combat devrait inspirer bien plus que ça nos concitoyens. Et dans une société qui est en voie d'archipélisation, employons tous les termes qu'on souhaite, mais dont on voit bien qu'elle a du mal à se retrouver dans une cohésion forte au service d'une vision, sans doute le fait militaire doit-il inspirer plus que ça nos concitoyens. Et sans doute devons-nous tout faire pour que ça les inspire. Voilà. Et encore une fois, pas uniquement en disant recueillez-vous devant la douleur de nos veuves et de nos orphelins et des soldats blessés, mais simplement en leur disant comprenez ce que vous faites lorsque vous envoyez un de vos soldats tuer quelqu'un. Parce que c'est la responsabilité que le soldat porte pour lui, et que quand un chasseur bombardier va tuer en larguant des bombes une trentaine de djihadistes, évidemment, c'est quelque chose qui est terrible à faire. Mais c'est quelque chose qu'il fait au nom de ses concitoyens. Et donc, disons-leur les choses, communiquons, présentons-leur cela. Je m'y emploie en permanence auprès des parlementaires. L'ensemble des officiers que je connais, toutes les armées, font ce travail de communication. Il faut que ce soit relayé par des civils pour que ce soit mieux entendu, malheureusement. Ensuite, c'est pas le service national qui permettra de résoudre cette équation-là. C'est le service national universel, mais qui va reprendre en fait ce qu'on faisait dans la journée de préparation et d'appel à la défense. C'est surtout l'éducation nationale qui doit être capable de faire ça. C'est l'université. Donc je compte sur vous tous et sur vous tous civils pour poser cette question-là. Et encore une fois, faire prendre conscience aux gens que je pense qu'il n'y a pas de facteur plus cohésif pour une nation que de se poser la question de la légitimité des actions, des guerres dans lesquelles elle engage ses soldats et des actions qu'elle demande à ses soldats de conduire. Alors le micro a circulé, je pense. Allez-y, monsieur, et ensuite devant vous, je crois. Oui, bonjour mon général. Ma question est la suivante. L'équilibre de la paix fondé sur la dissuasion nucléaire entre grandes puissances a-t-il encore de l'avenir ou est-ce une situation dépassée? Auquel cas, vers quoi allons-nous? C'est le micro devant. On ne vous entend pas. Oui, mettez le micro devant votre bouche. Sabotage. Oui. Mon général, merci. Votre propos, votre parole porte, et en l'occurrence, merci pour ce que vous venez de nous indiquer. Vous avez répondu à l'assistance concernant le rôle du citoyen. Et en effet, sans citer Thucydide, le militaire, lui aussi, a sa part dans la construction de la nation et dans la défense de notre société. D'autres militaires, en deuxième section, ont pris la parole, se sont engagés sur le chemin de pétition. Qu'en pensez-vous? Que pourriez-vous nous dire à ce propos? Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une troisième question? Oui, monsieur, et on conclura cette série par votre question. Mon général, merci. J'aimerais vous parler du problème qui s'est posé avec le cas du Danemark, le fait qu'un de nos partenaires européens devienne l'obligé des États-Unis, un cheval de Troie servant à nous écouter. Lorsque vous avez appris cela, qu'est-ce que vous avez ressenti en tant que chef d'état-major des armées, et vous aussi en tant que Français? Est-ce que ce sont des situations auxquelles vous vous étiez préparé? Ces problèmes ne remettent-ils pas en question l'expansion d'un projet européen? Et enfin, quelles peuvent être les solutions à mettre en œuvre? Je vous remercie. Je vois que vous vous décorsetez, mon général. Merci beaucoup. La question de la dissuasion nucléaire et de l'équilibre de la dissuasion nucléaire entre puissances, effectivement, c'est une question qui se pose, c'est ce qu'a évoqué Louis Gauthier tout à l'heure. La conflictualité évolue. On est aujourd'hui, je ne l'ai pas évoqué, dans une forme de conflictualité qui fait de plus en plus recours à ce qu'on appelle les stratégies hybrides, et dans lesquelles on peut se demander à quoi servent aujourd'hui les capacités de destruction cataclysmique que porte la dissuasion nucléaire. Alors d'abord, il reste les acteurs nucléaires quand même. Et ces acteurs nucléaires sont pour l'essentiel ceux qui sont en train d'essayer de redéfinir l'ordre du monde. Et donc, il me semble que
de ce point de vue-là, la dissuasion nucléaire continue à avoir toute sa place dans l'arsenal qui permet à la France d'être un acteur stratégique puissant. Ensuite, précisément, dans ces stratégies hybrides, et je vois bien le danger qu'il y a à dire qu'on est capable d'agir dans le champ cybernétique, dans le champ de la manipulation de l'information, dans le champ des perceptions, dans le champ spatial, dans le champ cyber, dans le champ sous-marin. La réalité, c'est qu'effectivement, ces acteurs, ces compétiteurs agissent dans tous les champs sous le seuil qui nous pousserait à réagir ou sous le seuil qui nous permettrait d'attribuer parfois les actions qui sont conduites. Pour autant, ne nous y trompons pas. Cette conflictualité et ces stratégies hybrides qui se déroulent aujourd'hui et qui se développent sous le seuil de la conflictualité, précisément, n'atteignent pas la conflictualité parce que le seuil est trop important à franchir. Et que ne vous faites pas d'illusions, les acteurs qui utilisent ces stratégies et qui y recourent, qu'il s'agisse de la Turquie, de l'Iran ou autres, ont des appareils militaires complets et n'hésiteraient pas à s'en servir s'ils avaient face à eux des acteurs qui n'avaient pas la totalité des moyens de l'action militaire. Je pense qu'il faut se garder de la tentation qu'il y aurait à dire développons des capacités dans le champ de l'hybridité et ne conservons pas la capacité d'action dans le domaine classique. Voilà. Qui par ailleurs est insuffisante aujourd'hui, je le dis. Je ne sais pas ce que seront, je ne sais pas Madame Irma ou Madame Soleil, mais s'il y avait demain un conflit même régional important, je pense que les capacités militaires de notre pays n'y suffiraient sans doute pas. Il faut se poser la question, qui est une question qui taraude, je pense, tous les politiques et tous les militaires que je connais, de la remontée en puissance, qui est une question ancienne, qui est une question qui s'est posée en 14, qui est une question qui s'est posée dans l'entre-deux-guerres, qui est une question qui se repose aujourd'hui, qui ne s'est pas posée pendant la guerre froide, parce que précisément on était au maximum de nos appareils militaires. Donc je pense que la dissuasion nucléaire continue à avoir sa pertinence, et je ne vois pas comment on pourrait en modifier l'usage. Mais encore une fois, elle a sa pertinence si elle est bien... D'abord, elle a été modifiée. Je vous recommande d'écouter la remarquable émission à laquelle a participé Louis Gauthier samedi dernier, c'est ça, que j'ai écouté avec attention. Elle a toujours sa pertinence, elle a évolué, elle est passée d'une stratégie de destruction maximum de population à une stratégie anti-pouvoir, anti-centre de pouvoir. On l'a fait évoluer pour donner le maximum de souplesse à cet outil qui est entre les mains du président de la République. Et c'est surtout l'expression de la volonté stratégique dans ce qu'elle a de plus extrême et de plus pur. Et donc, je pense qu'elle est à conserver, à préserver, à moderniser, en complément du reste. Mais on ne peut pas imaginer une dissuasion seule, mais elle continue à avoir sa pertinence en complément du reste. La question du Danemark rejoint la question de l'Europe de manière générale. Évidemment, nous avons des partenaires qui préfèrent une forme de vassalisation. Je dirais quasiment tous nos partenaires. Britanniques y compris, qui ont quitté l'Union européenne. Mais ça, c'est un fait acquis depuis la construction même de l'OTAN. Et ça n'est pas du jour au lendemain qu'on va faire perdre ces habitudes de vassalisation. Et par ailleurs, les Américains, et quand je vous disais que quand on prétend conduire une coalition, il faut aussi être capable d'assumer le fait qu'on soit le leader d'une coalition et donc laisser sa place, leur place à ses alliés, et non pas dire vous allez acheter que du matériel américain et comme ça on sera amis, mais leur laisser développer leurs propres capacités. Voilà, c'est important. Je pense qu'il faut progressivement faire prendre conscience à nos partenaires qu'il existe des zones où nos intérêts stratégiques sont en jeu et où les Américains n'interviendront pas. Et en tout cas où ils n'interviendront pas en premier et où ils n'interviendront pas en leader. C'est aujourd'hui ce qui va se passer, je pense, au Moyen-Orient, parce que j'imagine que les Américains vont progressivement se désengager d'Irak, comme ils le font aujourd'hui d'Afghanistan, pour concentrer leurs efforts dans le Pacifique. C'est ce qui est déjà en train de se passer aujourd'hui au Sahel et en Afrique, où les Américains, très clairement, attendent de nous, Européens, que nous assurions la gestion de ces crises et la stabilisation de cette zone. Et
ils sont prêts à nous aider dans cette stabilisation, mais ils ne prétendent pas se substituer à nous, et au contraire, ils exigent que nous le fassions. Et donc cette prise de conscience progressive, petit pas par petit pas, amènera aussi, je pense, nos partenaires à prendre progressivement la mesure de ce que la vassalisation n'est pas acceptable. Voilà. Donc je ne peux pas vous dire plus que continuons à faire ce que nous faisons, et quand je contemple, quand j'observe le chemin parcouru depuis encore une fois 10 ans, l'époque où j'avais lancé cette mission européenne, je ne dirais pas qu'on a avancé à pas de géant, mais on a continué à progresser. Certes, ça n'est pas assez rapide, mais il faut que nous continuions nos efforts. La tribune des généraux m'a fait un grand plaisir, vous l'imaginez bien. Je suis extrêmement attaché à la neutralité politique des armées. Je vous disais tout à l'heure que j'observe, depuis ma position, qu'en réalité, ce qui fait une part de la puissance de la France, de sa capacité d'être un acteur stratégique, c'est que nous disposons d'armées qui sont restées des armées, qui sont extrêmement singulières, qui ont préservé, je vous recommande d'aller lire les articles que j'ai écrits pour la revue Inflexion, ce qui fait une armée, c'est-à-dire une capacité d'autonomie, une capacité de stricte discipline, une capacité de réactivité, une éthique particulière qui permettent d'être engagés dans la guerre. Et cela contre des tentatives de banalisation qui ont été conduites, soit pour des raisons économiques, soit pour des raisons de vision politique, du danger que peuvent représenter des armées trop singulières dans une nation, parce que précisément, comme le craignaient les républicains au XIXe siècle, une armée trop singulière, ça emporte avec soi le risque de césarisme et de pronunciamento. Donc nous faisons tout pour conserver cette singularité des armées. Mais cette singularité des armées, elle ne peut être atteinte qu'au prix de sa stricte neutralité politique, parce que par ailleurs ça garantit la cohésion des armées, et cette stricte neutralité politique est d'autant plus nécessaire qu'elle est le prix de la stricte subordination des armées au pouvoir politique, quel que soit ce pouvoir politique, à partir du moment où il est démocratiquement élu. Et donc toute prise de parole qui permettrait de faire douter de la stricte subordination que je revendique des armées au pouvoir politique, pour laquelle je considère qu'il faut d'ailleurs que nous soyons subordonnés avec zèle. J'évoquais tout à l'heure une administration qui parfois n'est pas assez zélée. Les armées sont zélées. Mon obsession, quand je sors d'un conseil de défense, c'est de traduire la volonté politique exprimée par le président de la République, le Premier ministre, en fait, en action militaire, en choix opérationnel. Je ne me contente pas de dire « on m'a dit ça, c'est une base de discussion ». Je ne me contente pas de dire « écoutez, on va continuer à gérer les affaires comme elles se passent ». Je revendique d'être zélé dans la discipline qui est la discipline militaire, dans la traduction que vont faire les armées de la volonté politique. Et vous voyez bien que ça n'est permis que parce que les armées sont très singulières, très différentes de ce qu'est une administration normale, et que cette singularité-là, elle ne peut être conservée que si on n'a aucun doute sur la stricte subordination de cette armée au pouvoir politique. Et donc cette stricte subordination, elle passe par la stricte neutralité de cette armée. Voilà pourquoi je considère que tout officier général d'active ou de deuxième section qui peut jeter un doute sur cette stricte neutralité et cette stricte subordination fait du mal aux armées, les affaiblit, donne des armes et des arguments à ceux qui souhaitent éventuellement banaliser les armées et desservent la France, parce qu'une France qui aurait perdu cette armée puissante parce que singulière perdrait évidemment un des éléments qui fait d'elle un acteur stratégique important. Bon, général, est-ce que vous acceptez de prendre... Oui, bien sûr. Alors, on va prendre un cycle encore d'étudiants et ensuite les auditeurs extérieurs inscrits à la chaire. Alors, je vois, vous, monsieur, Maxime, vous vouliez poser une question, je n'ai pas bien compris. Non, passez le micro aussi. Ah bon? Oui. Non, mais je... C'est une question à deux, c'est oui, une non, concertation en fait, préalable. Non, mais nous ne pouvions pas nous quitter sans évoquer la question des opérations extérieures. Donc, c'est une question commune. Alors, laissez-la lui poser. Oui, d'accord. Eh bien, alors, Mettez-vous d'accord, en tout cas. Très bien. Alors, de manière commune avec Maxime, mon général, bonjour. Nous voudrions vous poser une question concernant le Mali, le retrait progressif des forces françaises au Mali.
et rebondir également sur ce que vous avez dit quand vous évoquez la vision stratégique française qui implique des attentes de la part des autres pays étrangers et justement les fissures qui peuvent apparaître, notamment au sein de certaines populations, là où la France intervient. Et donc de donner votre avis sur ce retrait des forces du Mali et sur cette vision parfois malmenée de la France à l'étranger par certaines populations sur ses forces armées. Merci à tous les deux. Une autre question? Alors, il y a quelqu'un derrière, passez-lui le micro, ce sera le plus simple. Mon général, merci pour votre propos. J'avais une question. Vous avez insisté sur 3 points qui sont la volonté, la vision et la capacité. Puisque nous ne partageons pas une vision stratégique commune avec les Allemands, puisque l'expression de leur volonté politique ne va pas dans le même sens que la nôtre, et puisque nous n'avons pas les mêmes besoins en capacité militaire, n'est-il pas dangereux pour nos armées et nos industriels d'avoir lancé des projets d'armement avec eux? Merci beaucoup. Une dernière question de ce cycle, Laurent Prosperi, qui voulait la poser depuis un moment. Merci beaucoup. Bonjour, mon général. Je voudrais revenir un petit peu sur l'organisation en partant de la vision, puis le modèle d'armée, puis la mise en place des capacités. Non. Et du coup, c'était pour revenir. Aujourd'hui, on a l'impression que les armées sont partiellement en surchauffe du fait des opérations extérieures, des nouveaux champs de la conflictualité, mais aussi des problématiques qui viennent de la société ou de la crise sanitaire. Et du coup, j'aimerais savoir si pour vous, il faudra à un moment donné remettre en question notre modèle d'armée complet. Merci. Merci. L'évolution de notre dispositif au Mali, c'est d'abord, vous l'avez bien compris, une étape dans une stratégie générale qui n'a pas varié depuis le début de notre engagement au Mali. Une stratégie générale qui procède de ce que nous ne sommes pas là pour faire le travail indéfiniment de l'État et des armées maliennes. Ce serait une forme de colonisation déguisée qui n'est pas acceptable et à laquelle nous n'avons pas intérêt. L'idée, c'est bien, progressivement, ayant évité que le pire n'arrive, et c'est ce qu'on a fait au moment de Serval, de permettre la montée en puissance des Maliens. Et cette montée en puissance se fait par la reconstruction de leur armée, en particulier dans le domaine militaire, et le fait d'assurer progressivement leur capacité à affronter seuls les groupes armés terroristes, appelons-les comme ça, mais de toute façon les groupes de seigneurs de la guerre qui sont en train d'imposer le djihadisme sur l'ensemble du territoire malien, en tout cas dans le nord et dans le centre aujourd'hui. Et donc, il y a une double action qui consiste à maintenir à un niveau le plus faible possible les capacités militaires de ces seigneurs de la guerre, de ces groupes armés terroristes, en combattant directement l'adversaire, en accompagnant au combat les Maliens que nous faisons monter en puissance par ailleurs, et puis en essayant de susciter une coalition de partenaires locaux qui sont tous concernés par ce phénomène du terrorisme, qui sont les pays du G5. Voilà. Avec un certain nombre de succès dans la mise en œuvre de cette stratégie. La question ensuite, c'est une question de tempo. À quel moment est-ce que j'estime que les partenaires, en particulier les Maliens, ont suffisamment progressé pour que je puisse commencer à me retirer et pour que je puisse passer du rôle d'acteur principal dans la lutte armée, dans le combat et dans la guerre que nous menons contre ces groupes terroristes, à acteur à égalité avec mon partenaire ou acteur en retrait et en accompagnement, en appui, en soutien. Plus je tarde à faire cela, plus j'installe les 10 partenaires dans un sentiment de confort qui ne va pas les pousser à se donner du mal. Et donc, le tempo est toujours très difficile à bien calibrer. Si je pars trop vite, je cours le risque de voir mes partenaires submergés. Si je pars trop tard, je les enferme ou je les installe dans une situation de confort qui ne va pas les pousser à faire des efforts et à faire les efforts nécessaires. Et donc, ce qui a été choisi aujourd'hui, c'est de marquer cette étape-là et donc de dire nous allons désormais, parce que nous considérons d'une part que vous êtes suffisamment remontés en puissance, que nous avons fait un effort important, notamment dans la zone des 3 frontières, Mali, Niger, Burkina Faso, d'attrition de cet ennemi qui vous permet de l'affronter, parce que par ailleurs, nous avons créé une force d'accompagnement au combat européenne, qui est la force Takuba, et que enfin, nous nous retirons, mais
Nous resterons à vos côtés pour coopérer et nous resterons à vos côtés pour vous apporter un appui à la fois sous forme d'appui air-sol, troisième dimension, d'appui au renseignement en particulier. Et nous considérons que le moment est venu de vous mettre en déséquilibre avant et de vous contraindre à faire un effort. Voilà. C'est un choix, c'est une décision. Il y avait plusieurs cadencements possibles. Le cadencement qui a été proposé, retenu par le président de la République est celui qu'il a annoncé. Et je pense que ça devra marcher. Par ailleurs, ce que le président dit aussi, et ce que nous construisons avec lui, et ce dans quoi nous essayons d'entraîner les Européens, c'est l'idée qu'en réalité, cette nouvelle offre d'engagement que nous faisons, il faut la faire non seulement au Mali, il faut la faire non seulement au Niger, non seulement au Burkina Faso, mais il faut la faire aussi à l'ensemble des pays de l'Ouest africain. Parce qu'aujourd'hui, cette contagion terroriste, elle a atteint d'ores et déjà la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Ghana et le Togo. Et que je pense qu'elle va s'étendre au Sénégal. Et donc là aussi, il s'agit de réorienter notre aide, de réorienter notre présence et notre implication en disant nous serons moins acteurs directs, mais nous serons plus en appui, nous serons plus en accompagnement avec les Européens, et nous serons plus par ailleurs en coopération avec les États de façon préventive, qui voient arriver ce terrorisme et qui doivent eux-mêmes, avant d'être dans une situation difficile, reconstruire leurs appareils de défense. Voilà ce que nous faisons au Mali. Alors ensuite, les réactions des populations. Vous parliez quoi, des populations locales ? Je vais être brutal, c'est de la pure manipulation. C'est de la pure manipulation, il n'y a aucun doute à ce propos. Allez demander aux populations des villages qui se font massacrer ce qu'ils pensent de ça. Allez demander aux populations qui sont dans la Massina, qui sont aujourd'hui soumises à la zakat, aux tribunaux islamistes, et qui n'ont plus d'autre choix que d'aller dans les madrasas, ce qu'ils pensent de l'action de la France ou de l'absence d'action de la France dans les zones où ils sont. Ce qu'il faut bien mesurer, c'est qu'aujourd'hui, en réalité, mais c'est pas nouveau, le Mali est un cas spécial, mais me direz-vous, le Burkina Faso est sans doute pareil. Vous avez, je vais dire les choses, on n'est sans doute pas en Chatham House, mais on pourra ensuite éviter de trop publier mon propos, même s'il est repris dans le Canard enchaîné, j'ai vu. On a affaire à des régimes totalement corrompus, qui ne s'intéressent qu'à une chose, c'est faire prospérer leurs affaires, et que cette petite élite au pouvoir qui est à Bamako se désintéresse absolument de ce qui se passe dans le reste du Mali. Et c'est la même chose à Ouagadougou. Et le drame, c'est qu'en réalité, c'est ce qu'ont très bien compris les djihadistes. Et que si on avait pu penser d'ailleurs au moment de Serval qu'il y avait un risque que Bamako tombe, en réalité aujourd'hui, les gens de l'EIGS, État islamique au Grand Sahara ou du RVIM ont parfaitement compris qu'ils ont tout à fait intérêt à contrôler des zones de plus en plus vastes et surtout à ne pas aller s'attaquer à la capitale pour que ce soit moins visible et qu'on puisse laisser ces régimes corrompus conduire leurs affaires tout simplement. Et c'est là, vous voyez bien, la difficulté d'une action qui ne peut pas être qu'une action militaire de la France, mais qui doit bien être une action aussi de restauration d'une gouvernance. Et là, il y a des exigences à faire valoir sur le plan économique, sur le plan diplomatique, et de développement de ce pays-là. Voilà. Mais ça n'est pas très simple. Voilà, donc pour moi, c'est très honnêtement, chaque fois que je suis allé au Mali et que j'ai rencontré des Maliens autres que ceux qui sont payés par telle ou telle officine ou telle ambassade, je n'ai pas vu de gens qui soient anti-français. La question sur la coopération militaire avec l'Allemagne. D'abord, les Allemands, ils ont aujourd'hui une absence de vision, en tout cas une vision différente de la nôtre, mais surtout une absence de vision et une absence d'expression de volonté. Donc je pense que ce qu'on peut attendre, au-delà du partage des coûts d'une coopération dans des projets très ambitieux avec l'Allemagne, au-delà du fait que nous ne saurions pas le faire seuls, c'est quand même ça la réalité. S'il fallait faire un système de combat aérien futur, successeur du dernier Rafale que nous ferons, en réalité, ça assècherait la totalité des ressources de la loi de programmation militaire. Voilà. Et donc, la coopération, elle a des vertus parce qu'elle permettra de partager les coûts et de produire à plus grande masse et en plus grande quantité, ce qui nous permettra d'acquérir des équipements dont le coût unitaire sera moins élevé, de diminuer, espérons-le aussi, en tout cas de partager les coûts de maintien en conditions opérationnelles, qui sont aujourd'hui une part très importante dans le coût global d'une capacité. Elles permettront d'améliorer l'interopérabilité entre partenaires européens,
Et moi, je pense par ailleurs qu'elles permettront précisément, parce qu'on est en train d'apprendre en marchant, à nos partenaires allemands de définir leurs besoins et donc de définir un besoin qui va correspondre forcément à une vision qu'ils vont être obligés d'élaborer. Et c'est ce qui se passe. Et c'est souvent comme ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le dialogue entre le chef d'état-major de l'armée de l'air française, le chef d'état-major de l'armée de l'air allemande et le chef d'état-major de l'armée de l'air espagnole permet de définir des capacités, permet de rédiger un document d'exigence capacitaire de haut niveau qui, en soi, parce que le besoin est exprimé, le besoin d'une capacité militaire opérationnelle, va forcer le niveau politique où les gens en charge des réflexions géostratégiques à se poser la question de ce qu'ils doivent faire pour répondre à cette capacité qu'ils vont avoir entre les mains. Donc je pense que de toute façon, nous sommes encore une fois condamnés à travailler avec les Européens et que la seule solution, c'est celle que j'ai évoquée. J'ai oublié la question qui m'était posée sur la loi de programmation militaire, c'était, pardon, Louis, vous vous souvenez? C'était sur la réduction du modèle possible pour intégrer l'ensemble, notamment des évolutions technologiques et évidemment de la contrainte financière. Enfin, moi, je pense que, honnêtement, il faut absolument qu'on profite des débats qui vont avoir lieu à l'occasion de ces élections pour faire valoir les besoins des armées. Mais il serait absolument inconscient, après l'effort qui aura été conduit au cours de cette mandature, de renoncer à nouveau à maintenir l'effort tel qu'il est prévu aujourd'hui dans notre programmation, même si c'est en pointillé, qui n'est pas un effort qui permettra d'augmenter les moyens des armées, qui permettra simplement de les moderniser. Nous sommes dans une loi de programmation qui restaure ce qui doit l'être, qui permet d'éviter que nous ne proposions au président de la République de renoncer à des pans entiers de capacité. C'est un peu ingrat d'ailleurs, parce que c'est un effort important, mais qui ne produira pas plus. Nous allons entrer, et nous avons déjà rigidifié les engagements de la loi de programmation militaire, dans une phase de modernisation, avec les grands programmes qu'on vient d'évoquer. Si, à ce moment-là, on décide de baisser la garde et de baisser l'effort, ça aurait été un gaspillage absolument terrible. Pour le reste, l'armée aujourd'hui, elle n'est pas en surchauffe. Elle n'est pas en surchauffe, elle est capable de soutenir les engagements qu'elle soutient, elle est très engagée, c'est vrai, mais c'est une armée d'emploi, et la vraie difficulté qui se pose à nous, c'est de mesurer avec précision ce qu'on doit consacrer comme temps et comme énergie à une préparation opérationnelle qui doit être exigeante pour faire face à des conflits qui seront sans doute plus exigeants, notamment en termes de coordination, de commandement et de contrôle, que ce que nous faisons aujourd'hui en Afrique, si demain il fallait que nous soyons confrontés à un autre ennemi. Et le temps que nous pouvons consacrer à ces engagements opérationnels. Donc, mais je n'imagine pas que, on réduise les ressources de la loi de programmation militaire, ce serait à mon avis une politique de gribouille, mais on peut toujours le craindre. Ce serait dangereux pour notre pays, ce serait dangereux pour notre crédit en Europe, ce serait dangereux pour notre crédit dans le monde. Et par ailleurs, rapporté à ce qu'est le niveau d'endettement de la France, je ne suis pas économiste, je ne vois pas ce que rapporterait le fait de diminuer d'1 milliard par an le budget des armées, voilà, au-delà des effets délétères que ça aurait. Alors, la dernière série de questions, et là j'ouvre aux collègues et auditeurs extérieurs. Alors là, cette fois, par rapport à la configuration de l'amphithéâtre, vous avez été repoussés vers le fond, tous ceux qui s'inscrivent et qui suivent en auditeur libre. Donc je vais vous passer le micro, je sais que vous avez souhaité intervenir, monsieur. Oui, merci de laisser la possibilité aux non-étudiants de poser des questions, et merci mon général pour ces considérations passionnantes que vous avez partagées avec nous. J'ai une question sur l'opération Takuba que vous avez brièvement mentionnée dans une de vos réponses tout à l'heure, qui est une opération donc européenne, mais qui n'est pas une opération de l'Union européenne. J'ai vu sur le site de l'état-major des armées que le soutien logistique de l'opération serait assuré par une agence de l'OTAN basée à Luxembourg. Alors ma question est toute simple, je voulais savoir si c'était un simple choix technique qui, dans le cadre de cette conférence, n'appelait pas de commentaires particuliers de votre part, ou alors est-ce qu'il s'agissait d'un choix politique qui avait été fait par la France, et éventuellement est-ce que ça peut constituer un prélude à une opération Berlin Plus? Merci beaucoup. Bien, donc je passe le micro. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui, j'ai vu, il y a celle de Maxime Lefebvre. Il y a d'autres questions?
Ce sera la dernière. Hein. Alors, Jacques Tournier, Maxime Lefebvre. Oui, bonjour mon général. Je voulais vous demander de votre expérience, qu'est-ce que vous retenez du fonctionnement, vous en avez parlé, du Conseil de défense et de sécurité nationale. Est-ce que c'est un organe qui fonctionne bien? Est-ce qu'il n'a pas pris trop de pouvoir par rapport à d'autres organes dans la décision politique? Quel est votre regard d'expérience? Et est-ce que vous voudriez nous dire pourquoi vous avez décidé d'arrêter vos fonctions après 4 ans? Est-ce que vous n'auriez pas aimé continuer l'expérience ou est-ce que vous voulez vous consacrer à d'autres choses? Voilà, merci. Jacques. Oui, mon général. Merci pour vos propos. Dans ce que vous avez dit sur l'évolution de la conflictualité, il y a un sujet que vous n'avez pas du tout abordé, qui est le développement des missiles hypersoniques et de leurs contreparties, qui sont tous les systèmes de boucliers anti-défense aérienne, anti-aérien, pardon, etc. Est-ce qu'on n'a pas là des game changers, comme on dit, qui sont très importants et qui nécessitent de notre part aussi de reconsidérer sensiblement la configuration de notre modèle de défense et de notre appareil militaire, ne serait-ce que pour lui garder sa crédibilité opérationnelle? Bien. Allez-y. La petite question taquine de surcroît, est-ce que justement dans ce contexte-là, il est vraiment opportun de faire un nouveau porte-avions? De faire un nouveau ou un second? Sur les questions du deuxième, troisième porte-avions, je rappelle qu'idéalement, il faut qu'on arrive à 4% du produit intérieur brut dans le budget de la défense, mais on n'y est pas. Donc, c'est une question qui, pour moi, ne se pose pas. Plus sérieusement, d'ailleurs, la question qui se pose, c'est encore une fois la question de la montée en puissance. Ce que j'observe d'abord, c'est que les nouvelles capacités, les nouveaux domaines de conflictualité n'annulent pas les autres, malheureusement. Et que c'est pas parce que on fait des missiles hyper véloces qu'on va devoir ou pouvoir se passer d'avoir des fantassins qui continueront à se battre avec d'autres fantassins. Comme le disait le général Johanna, que j'ai connu quand j'étais à l'état-major de l'armée de terre, on n'a encore jamais vu un groupe de terroristes se rendre à un B-52, quoi. Donc il faut tout. Et c'est bien ça la difficulté. Et il faut doser. Et en particulier, en ce qui concerne les nouvelles capacités game changer que vous évoquez, vous avez raison. Il faut que nous soyons capables, mais nous le faisons, à chaque exercice d'ajustement annuel de la programmation militaire, puis ensuite à chaque loi de programmation militaire, de doser ce qu'on doit consacrer aux nouveaux domaines, de recherche. Et ça a été évoqué au quantique, à l'intelligence artificielle, à la 5G, demain à l'hypervélocité. Tout ça est fait très honnêtement, constamment, avec la délégation générale pour l'armement, avec des arbitrages de la ministre, que je trouve bien fait. La vraie difficulté, c'est que comme ça n'annule pas le besoin des capacités dans les autres domaines d'affrontement, ça nous contraint effectivement à des coopérations européennes ou à aller chercher des partenaires pour permettre ces développements. De ce point de vue, le Fonds européen de défense est quand même un premier pas vers une mise en commun de capacités de développement, de nouvelles capacités qui me paraît assez prometteur. Et de manière générale, la question de la montée en puissance se pose toujours, mais c'est d'ailleurs une question politique selon moi. Je rappelle toujours que le maréchal Joffre avait une difficulté généralissime à ma place en 14, qui était qu'il avait parfaitement intégré que le gouvernement français, refusant de risquer de se voir accusé de bellicisme, retarderait le plus longtemps possible le moment de la mobilisation générale. Et donc, sachant qu'il n'aurait que très peu de temps, puisque la mobilisation générale serait déclarée au dernier moment, pour regrouper les troupes, les engager sur le front et simplement réaliser cette mobilisation, il l'avait anticipé le plus possible. Voilà. Et donc, on voit bien que c'est une question non seulement de moyens, non seulement d'anticipation par les armées de ce dont elles auront besoin, des masses qu'elles devront atteindre, mais c'est aussi le moment de la décision politique, le moment de la prise de conscience de ce que le danger est tel qu'il doit être partagé par l'opinion publique et que l'opinion publique admettra donc qu'il est nécessaire de faire un effort de remontée en puissance de ces armées.
Et cette remontée en puissance, elle n'est possible en réalité que si nous disposons d'un modèle complet appuyé sur une base industrielle et technologique forte. Si nous n'avons pas cela, nous ne sommes pas capables de proposer une vision claire de ce que doit être la remontée en puissance. Si nous ne savons plus ce que c'est qu'un porte-avions, nous ne sommes pas capables d'imaginer ce que sera le combat naval demain. Si nous ne savons pas ce que c'est qu'un char de bataille, et si nous ne sommes plus capables de nous construire, nous ne sommes pas capables d'expliquer comment se passera le combat sur le champ de bataille demain. Voilà, donc je n'ai pas de meilleure réponse que celle-là. La question du fonctionnement des conseils de défense, comment vous dire les choses? Je ne participe pas au Conseil des ministres, mais j'ai participé aux séances de préparation, quand j'étais à Matignon, du Conseil des ministres. C'est quelque chose, me semble-t-il, d'assez, avec le secrétaire général du gouvernement, d'assez processionnel et procédurier. Le Conseil des ministres n'est pas un lieu de débat, n'est pas un lieu d'échange. C'est un lieu dans lequel on a préparé un ordre du jour assez rigide, qui est généralement assez plein et qui doit d'ailleurs déboucher sur ensuite un travail vis-à-vis du Parlement et un travail parlementaire important. Le Conseil de défense, c'est précisément, et je pense que c'est pour cela que le président de la République l'apprécie particulièrement, et son prédécesseur aussi, même si il ne le réunissait pas aussi souvent, c'est un lieu de débat. Et je pense que quand les gens reprochent la verticalité du pouvoir au président Macron, c'est absurde. D'abord parce qu'il faut bien que quelqu'un décide. Donc, je suis bêtement militaire et il faut bien que quelqu'un assume la responsabilité de la décision. Et donc, c'est cette personne qui va décider et qui décidera seule. Mais cette décision ne peut être bien prise intelligente que si on a pris le temps d'une concertation, et donc d'un débat, et donc d'une polémique, non pas stérile comme celle qu'entretiennent les officiers généraux en deuxième section, qui écrivent des tribunes, pas tous, je te rassure, Jérôme, ou Jean-François, mais d'une polémique, parce que comme le disait Jean-François Revel, toute polémique est un renouvellement. Et donc, moi, ce que j'observe de ces conseils de défense, c'est un contact en direct du président avec l'ensemble des participants, un vrai challenge, des questions qui sont reposées, qui poussent les gens dans leur retranchement et qui permettent au président de se faire une véritable opinion avant de décider. Alors, est-ce que c'est suffisant? Est-ce que c'est trop fréquent? Est-ce que ça ne concerne qu'un petit nombre de personnes alors qu'il faudrait l'étendre à plus? Je trouve que c'est un système qui fonctionne. C'est très consommateur en temps, c'est vrai, notamment pour le chef d'état-major des armées, qui participe à tous les conseils de défense, mais ça m'est extrêmement utile, parce que ça me permet de mesurer et de bien comprendre la volonté du président, qui ne s'exprime pas que dans les domaines opérationnels, mais qui évidemment s'exprime dans tous les domaines. Il y a des conseils de défense sur les câbles sous-marins, la cyber, la stratégie de la Chine, le Sahel, etc. J'en passe et des meilleurs. Les migrations, tous les sujets sont abordés dans le Conseil de défense. Ça me permet, moi, d'avoir une compréhension claire d'une vision présidentielle qui n'est pas centrée sur les problèmes opérationnels, mais qui va conduire à des décisions qui, en partie, influeront les choix opérationnels qu'il fera et que je déclinerai en ordre. Voilà. Et c'est extrêmement important pour moi d'avoir cette vision globale. Et je pense que c'est très important également pour l'ensemble des gens qui participent à ces conseils de défense. Ensuite, ce qui me frappe, je le redis, c'est que, et je pense que Louis Gauthier pourrait en témoigner, lui qui a été au SGDSN et qui préparait ces conseils de défense. En fait, ce qui est fascinant, je pense, pour un président de la République dans les armées, c'est que quand il appuie sur le bouton, ça marche. Ça produit des effets, ça agit. Et le temps de la réflexion doit faire place au temps de l'action. Ça n'est pas vrai, et je pense que c'est le seul outil dans l'État dans lequel, lorsqu'on appuie sur un bouton, ça agisse. La seule institution. Parce que, précisément, elle est très singulière. Parce qu'elle est très singulière. Parce qu'elle n'est pas à ce point dépendante d'autres. Et parce que, par ailleurs, elle a une culture de la discipline qui a été conservée, préservée, une culture de la verticalité, de la délégation, qui lui permet d'agir vite. Voilà. Je tiens à dire d'ailleurs que cette culture de discipline ne se fait pas sans débat. Et que, évidemment, et c'est aussi l'intérêt que je vois au Conseil de défense, c'est l'opportunité pour le chef d'état-major des armées de contester le président, de lui exprimer mes réserves, de lui dire ce que je considère comme bien ou pas bien, et de prétendre et de pouvoir et de parvenir à influencer son jugement et sa décision finale. Et c'est bien ce dialogue-là qui est absolument essentiel. Mais ça aussi, c'est quelque chose dont nous héritons dans les armées.
pour une raison simple, c'est que vous ne pouvez pas demander à un soldat d'aller tuer quelqu'un si vous n'êtes pas certain de l'adhésion à l'ordre que vous lui avez donné. Or, cette adhésion, vous ne l'aurez jamais si vous ne lui avez pas laissé le temps de la contestation. Et donc, cette culture militaire, elle est profondément ancrée. Et encore une fois, il m'arrive de le dire très souvent, la discipline dans les armées, elle procède de deux choses. Elle procède de ce que je viens de dire, c'est-à-dire on ne peut pas demander à quelqu'un de produire ou de commettre un acte aussi extrême sans s'être assuré de ce qu'il comprenait l'ordre d'une part et de ce qu'il l'acceptait, et même s'il ne l'accepte pas, l'avoir laissé exprimer ses doutes, ses réserves et sa contestation. Et ensuite, une fois qu'il l'a exprimé, d'exiger le plus fermement possible qu'il mette ça en œuvre. Et elle procède ensuite de la conscience aiguë d'une dépendance mutuelle parfaitement assumée. C'est Saint-Exupéry, je crois, qui disait « le bon chef, c'est celui qui a infiniment besoin de ses subordonnés ». Voilà. Mais cette dépendance mutuelle, qui m'a toujours frappé dans ma vie de soldat en opération, mais que j'ai encore constaté l'autre jour en allant visiter le porte-avions et en voyant le pacha du porte-avions me dire « mais c'est extraordinaire, je ne sais pas si vous êtes allé sur un porte-avions, c'est une expérience incroyable ». Et de voir la quantité de métiers et l'extrême technicité des différents métiers qui sont mis en œuvre sur un porte-avions pour faire marcher cet aéroport militaire flottant qui catapulte des engins aussi exceptionnels que les Rafales, qui par ailleurs a une usine nucléaire et qui par ailleurs fait vivre 1500 hommes à bord, en ayant tous les métiers réunis, c'est tout à fait incroyable. Et le Pacha me dit, quand je vois ça, je mesure à quel point, en réalité, je suis incapable de maîtriser les compétences qui sont mises en œuvre sur ce bateau. Et à quel point je suis dépendant de l'extrême technicité et de l'extrême professionnalisme et de l'extrême expertise de chacun des hommes qui m'est subordonné. Et j'en suis parfaitement conscient, et pour autant, il faut que je prenne des décisions, et il faut qu'ils les acceptent. Voilà, donc cette dépendance mutuelle assumée, elle est le cœur de l'exercice de l'autorité dans les armées, parce que tout en ayant cette conscience-là, on ne s'exonère pas de devoir décider et de devoir assumer la responsabilité de la décision qu'on a prise. Avant de répondre à cette question, je vais répondre à la question de monsieur. Non, le choix de l'agence de l'OTAN est un choix purement technique. Comme lorsque j'ai lancé la mission ETM Malu, on est passé par les économas des armées pour faire le soutien de l'opération européenne, parce que ça faisait partie des organismes ou des agences qui sont validés par l'Union européenne pour le faire. Moi, je suis extrêmement attentif, précisément, à ce que l'OTAN ne vienne pas mettre son nez dans les affaires que doit conduire l'Union européenne et dont elle doit assurer le leadership, notamment en Afrique. Et encore une fois, je pense que l'OTAN n'est pas fait pour ça, est mal pensé et mal construit pour ça, et que c'est le lieu où l'Union européenne doit commencer précisément à monter en puissance. Vous avez raison de dire que l'opération Takuba est une opération qui n'est pas une opération européenne en tant que telle, mais pas plus que l'opération Agénor que nous conduisons dans les détroits d'Ormuz. C'est une opération ad hoc avec des partenaires européens. Et la question que nous posons aujourd'hui à l'Union européenne et au comité militaire de l'Union européenne, c'est la possibilité précisément, une fois que ces opérations ad hoc ont été mises sur pied, avec souvent des mandats onusiens d'ailleurs, ou des mandats internationaux, de la faire passer sous commandement européen ou en tout cas sous autorité européenne. Je pense qu'on devrait y arriver. Voilà. Pourquoi est-ce que je pars parce que le temps est venu de partir. Parce que le temps est venu de partir. Je l'ai déjà dit, encore une fois, la France est la France parce qu'elle est une grande nation militaire. Vous pouvez penser que je me gonfle abusivement de fierté. La France est une grande nation militaire. C'est une nation à vocation militaire. Elle est marquée par son histoire militaire. Son architecture est marquée par l'architecture militaire. Sa constitution est marquée par la relation entre l'exécutif et les armées. La France est la France parce que c'est une grande nation militaire. C'est une grande nation militaire qui a une grande armée. Une grande armée qui est extrêmement singulière, qui a réussi à éviter les pièges de la banalisation qui lui était tendue, de la civilianisation, pour reprendre les termes de Maurice Janowitz, qui aurait voulu faire de l'armée française une armée allemande, ou une sorte de machin comparable à une administration. Mais c'est ce qui fait la puissance de cette armée, et c'est aussi ce qui fait le procès d'intention qu'on peut lui adresser d'être quelque chose qui pourrait
alors que c'est très puissant, ne pas obéir au pouvoir politique. C'est pour ça que je suis très attaché à l'extrême soumission au pouvoir politique. Cette extrême soumission au pouvoir politique passe par l'extrême neutralité des armées. Elles ne doivent pas pouvoir être suspectées de ne pas obéir à un pouvoir politique, quel qu'il soit, à partir du moment où il est démocratiquement élu. Et je considère qu'il y a un risque de politisation des armées dès lors qu'il y a correspondance exacte entre le mandat d'un chef d'état-major des armées et le mandat d'un président de la République. L'autre jour, je suis allé sur le plateau de RTL, on m'a dit « Vous êtes le président de Macron, le chef d'état-major des armées de Macron. » Je ne suis pas le chef d'état-major des armées de Macron. Je suis le chef d'état-major des armées du président de la République. Et quelle que soit la personne, je suis le chef d'état-major des armées. Et vous voyez bien que la tentation d'associer le mandat d'un chef militaire au mandat d'un chef politique, et en réalité de dire ce chef militaire est un affidé du chef politique, est immédiat, et que ça fait tout de suite débat. Voilà la raison fondamentale pour laquelle j'ai souhaité ne pas avoir de correspondance exacte entre mon mandat et celui du président de la République. Et comme je ne me voyais pas continuer, non pas seulement 5 ans, mais 6 ans dans mes fonctions, et parce que la jeunesse pousse derrière, et qu'il y a des gens de grand talent, j'ai proposé au président de la République de partir au bout de 4 ans. Ça me paraît être une raison assez recevable. Par ailleurs, et pour terminer, on a évoqué ces processus qui sont constitutifs d'une capacité qu'a la France à exprimer sa volonté, à élaborer une vision, qui sont les processus liés à la revue stratégique ou au livre blanc, à la construction d'une loi de programmation militaire. C'est quelque chose d'assez admirable. Quand on est plongé dedans, on se désespère, on s'arrache les cheveux tous les jours. Mais quand on le regarde avec un peu de recul, on ne peut pas ne pas observer que ce processus est admirable. Je rends hommage à la délégation générale pour l'armement qui prend une part essentielle. Et évidemment à tous les think tanks et à la DGRIS, etc. Mais voilà, c'est quand même un sujet des armées et de la DGA. Ce processus-là, qui garantit ou qui permet à la France d'élaborer une vision, en réalité, il vaut mieux y arriver en étant lancé, en particulier au moment d'un changement de mandat. Moi, je suis arrivé en n'étant pas lancé. J'ai fait départ arrêté. Et Louis Gauthier s'en souvient, j'ai tout de suite été plongé dans les joies des réunions du comité de rédaction de la revue stratégique. Honnêtement, il vaut mieux avoir une sorte de tuilage qui permet d'assurer la continuité, d'avoir une connaissance très précise de ce que sont les enjeux, d'être capable, s'il y a un brusque changement de cap, ce que je ne souhaite pas, je vous l'ai déjà dit, de faire des propositions en politique en connaissance de cause et en ayant créé autour de soi la cohésion des chefs d'état-major d'armée. Et donc je pense que c'est bien qu'un chef d'état-major fasse encore une fois ce tuilage entre 2 mandatures. Voilà. Et puis enfin, je suis ravi d'aller vivre une autre vie en donnant un peu de mon temps aux autres. Et vous savez, il y a un évangile dans lequel le Christ dit parce qu'on accepte du bon côté au moment du jugement dernier les gens, les pécheurs qui arrivent et il dit voilà, j'avais faim et vous m'avez nourri, j'avais froid et vous m'avez donné votre manteau et j'étais prisonnier et vous m'avez visité. Voilà. Moi, je pense qu'il est temps que je me consacre à des inquiétudes de nature spirituelle. Et donc, il est temps que je donne de mon temps en allant visiter les prisonniers. Voilà. En général, je voudrais vous exprimer en notre nom à tous d'abord notre reconnaissance pour le rôle que vous avez tenu, les responsabilités que vous avez exercées à la tête des armées, mais notre gratitude pour le temps que vous nous avez consacré, la liberté de ton, la franchise avec laquelle vous êtes prêté à ces échanges avec la salle. Alors, normalement, c'était une conférence de clôture, une conférence conclusive, mais vous avez amené à élever le débat, à le prolonger. Ça tombe bien parce que le cycle de la chaire continue l'année prochaine, et notamment en nous interrogeant sur cette forge de la volonté collective qui fait qu'un État est ou non une puissance, a ou non une vision, exprime ou non une volonté, est un acteur stratégique.
Et je retiens aussi ce que vous avez dit, donc la France a ces éléments, mais on comprend bien aussi que le soufflet de la forge, il a besoin de souffler sur le feu européen si on ne veut pas que les choses s'épuisent, parce qu'on est un pays qui a aussi ses contraintes et que les défis de demain sont des défis, pour certains, qui ne peuvent être relevés que collectivement avec les Européens. Un grand merci en tout cas, et on est très très heureux de vous avoir accueillis. On vous remercie beaucoup de l'honneur que vous nous faites. Merci à tous et n'oubliez pas que vous êtes les ambassadeurs des armées. Merci.